Il fut un guerrier, un maître de guerre, un époux, un mythe. Son nom est Olanius Persson, un nom plus ancien que l'Imperium lui-même, celui-ci remontant en première légende de l'humanité. C'est sa dernière odyssée à travers le temps et l'espace que je vais vous conter. Bon voyage. Olanius, comme on l'appelle, est un soldat. Un ancien soldat plutôt. Son service ayant pris fin sur Chrysophare il y a 18 années standard, en ce début du 31e millénaire. On lui avait donné ses papiers et son ruban d'honneur, apposé d'un tampon sur son carnet de mobilisation, et attribué ses parts de service, proportionnelles au nombre d'années effectuées, mais arrondies à l'inférieur. Il avait ensuite passé 2 ans pour venir de ce monde à Kalt, le futur joyau d'Ultramar, comme on l'appelait alors. L'administration payant le trajet, et le temps de celui-ci, il n'était plus que Hall, un modeste fermier, s'occupant de ses terres et secondé pour cela par un ancien serviteur de l'armée, nommé Graft, qu'il avait reconditionné. Hall portait toujours sur lui un symbole catérique, sur une fine chaîne en or autour de son cou, un cadeau d'une épouse défunte. Dans cette nouvelle ère de rationalité, il était plus simple d'être croyant sur un monde d'ultramar, du moins le disait-on. Et ses voisins s'amusaient à l'appeler avec moquerie l'homme pieux. Il avait vécu ainsi paisiblement en somme, jusqu'à ce que des éclats tombaient du ciel, vers tout anéantir. Une véritable averse de débris brûlants qui vit son monde basculer, celui-ci se réveillant dans sa maison avec sa femme au loin, une vision d'un paradis perdu que la présence d'un vieil ami du nom de John Grammaticus, un Logokine, un maître des mots vint entacher. Un être tel que lui, un perpétuel, qu'il avait connu dans une autre vie. Il le supplia de le rejoindre dans sa lutte pour sauver l'humanité. Mais avant, il lui demanda de s'enfuir de ce monde en perdition, et afin d'appuyer ses dires, il lui montra ce qu'il adviendrait s'il ne s'exécutait pas, le faisant assister à la chute de Terra. Se réveillant, il s'activa, rassemblant ses affaires dans une petite boussole en argent et un pendule de jet. Et il entreprit d'utiliser les deux, notant scrupuleusement le résultat, et le comparant avec un tableau vieux de 22 000 ans, lui-même une copie d'un autre tableau du même âge. Il savait maintenant où aller, et il lui fallait un bateau. Rassemblant autour de lui un petit groupe hétérogène de survivants, dont il était un fanal dans la nuit, il les guida à travers un monde en ruine, que le rituel de la Légion des Worldbearers transformait bientôt, abaissant la barrière entre le réel et l'irréel. Le warp s'immisçant, et avec lui une myriade de créatures, qu'il avait nommées par le passé démons. Afin de survivre, ils avaient dû lutter contre les combattants en haillons noirs, qui connaissaient cette magie du warp. De leur combat, il avait conservé une lame dont il avait fait une baïonnette de fortune, comme à Austerlitz. Et c'était celle-ci qu'il enfonçait maintenant dans les démons qui apparaissaient, les bannissant dans le même coup d'où ils venaient. Sa lame cassée, il se saisit de celle du chef de cette bande, une Atame de bien meilleure qualité qu'il fit sienne. À bord de son navire, et en compagnie de 4 survivants, il sortit sa boussole et vérifia le cap du mieux qu'il put. Utilisant la dague dont il venait de s'emparer, il fit une prière à son dieu, et réalisa une petite entaille dans la réalité, par laquelle tous furent aspirés. Tous les 5, 2 soldats de l'armée impériale, un fermier, une fille et un servitor, auraient préféré oublier la plus grande partie de ce qu'ils savaient déjà, plutôt que d'en apprendre davantage, car leur périple venait de commencer, un voyage dans l'espace et le temps, ou plutôt dans la vie d'un homme, Olanius Persson. Quelles que soient les forces qui se jouaient d'eux, celles-ci prenaient un malin plaisir à leur faire vivre l'histoire de leur guide. Un jour, ils se trouvaient dans un abri de fortune, un bureau sur lequel un petit agenda destiné à l'année 1916 était posé, un autre sur un anonyme champ de bataille, et ainsi de suite, remontant dans le désordre une vie d'une longueur surhumaine. Une fois de plus, ce fut John Grammaticus qui joua les troubles faits, l'avertissant qu'il était traqué par une créature, et lui expliquant qu'il avait été choisi, car ce n'était pas un psycheur, il était donc plus difficile à traquer, usant de ce stratagème pour qu'il puisse apporter cette lame au bon endroit. Ils traversèrent donc tant d'époques, durant plus de 6 ans, tant de vie depuis ses premières années à Nièvre, il y a plus de 45 000 ans, pour enfin voir la fin de la route, sur un monde désolé de l'âge sombre de la technologie, où la révolte des hommes de fer a bien failli détruire l'humanité. Et ce fut dans un véritable acte de foi que la petite compagnie se jeta dans une faille afin de rentrer sur le monde berceau, pour y apparaître durant le siège de Terra, quelques semaines seulement après John Grammaticus.
le petit groupe ayant émergé dans une ruche ravagée par les Emperor Children, ceux-ci ayant emprisonné les habitants, les piégeant dans leurs propres rêves afin de s'en nourrir dans un jardin du nom de paradis. En proie à ce tourment, John y retrouva Olanius qui revivait un très ancien souvenir, du temps où il était le maître de guerre de l'empereur. Ils avaient alors combattu ensemble, sur la vieille terre, afin de détruire une tour qu'un peuple d'érudits avait érigée, afin d'y répandre la connaissance. Celle-ci se nommait Etenmanki, ou Babel. Une fois la victoire leur, ils avaient été en désaccord, l'empereur souhaitant garder pour lui les savoirs qu'elle contenait, alors que Hol voulait la détruire. Et ce fut un mot qu'il prononça dans la langue des dieux, l'Elancia, qui brisa leur relation comme il détruisit la tour. Un mot que John ne put s'empêcher de retenir avant de le réveiller. Ceux-ci furent rejoints par les compagnons de Hol et Leto, un prototype de Space Marine confié à John par Erda, une autre perpétuelle et une ancienne amie. Toutefois, il manquait un compagnon à Hol, qui avait lui aussi été piégé par le jardin. Pensant être en compagnie de sa défunte épouse, et contre l'avis de John, celui-ci se mit en tête de le retrouver. Mais cela n'avait toujours été qu'un piège, tendu par les dieux du Warp, et la femme n'était autre qu'un démon que John terrassa, en usant de l'ancienne langue, qu'il avait entendue dans les rêves de Hol, ne leur laissant que le temps de s'enfuir poursuivis par les Emperor Children. Ils ne durent leur survie qu'à l'arrivée inopinée d'une femme et d'un Space Marine. Celle-ci se nommait Actae, une créature comme eux, une sorcière d'une puissance incommensurable. Et l'autre n'était rien de moins qu'Alpharius, un légionnaire de l'Alpha Legion. Tous ensemble et désormais guidés par Alpharius, ils quittèrent la ruche en ruine pour le palais impérial, à bord d'une navette issue d'une des nombreuses caches de l'Alpha Legion. Le groupe que John Grammaticus nommait affectueusement les Argonautes était guidé par un seul objectif, trouver l'empereur lui-même et aider à mettre fin à cette guerre. John aux commandes, ils survolèrent discrètement le champ de ruines et de dévastation qu'était devenu Terra, jusqu'à ce que la rencontre avec une sorte de vaisseau de combat de forme aviaire les poussa à se dévoiler pour l'abattre. L'explosion de l'aéronef ennemi, faisant lever 1 millier de têtes et autant de bolteurs qui tirèrent sur eux, les touchant, les forçant à atterrir en catastrophe à proximité du palais impérial. Le reste du trajet se ferait à pied maintenant. Alors que Hol et son groupe parcouraient les tunnels menant au palais, guidés par Alpharius, John ne put s'empêcher de lui demander s'il était encore religieux après tout ce qu'ils avaient vu. Hol ne répondit pas au début, c'était pas le moment de discuter théologie. Puis il lui dit « Peut-être ». Il ajouta que lorsque tout serait terminé, la foi serait peut-être la seule chose qu'il leur resterait. Leur voyage était pénible, traversant des couches sédimentaires de l'histoire humaine et toujours guidé par le Space Marine, dont la Légion avait rejoint le maître de guerre. Et ce fut John, le Logokin, le maître des mots, qui sut dévoiler la tromperie dans le discours du légionnaire. Il n'était pas Alpharius. Il se nommait Ingopesh, et s'était connu sur un autre monde, en d'autres circonstances. Celui-ci lui raconta son histoire, au commencement de l'hérésie. Sa légion avait un plan, elle avait toujours un plan, et celui-ci se nommait contingence. Des soldats dormants attendant en stase d'être réactivés, pour assurer la chaîne de commandement. Ils étaient tous préconditionnés pour répondre à un mot codé. Il y avait une liste de mots, implantés de manière auto-hypnotique au moment de la renaissance, afin que le guerrier comprenne instantanément et y obéisse. Le Sagittaire déclenchait la fidélité à Horus, Xénophon à celle de l'empereur, Paramos, une directive d'anéantissement mutuel pour faire tomber les deux si cela était jugé nécessaire, Thiébé, déclencher l'évacuation et la retraite, Orphée une politique consistant à ignorer les deux camps et à se concentrer sur le chaos lui-même, pour le combattre ou pour s'emparer du pouvoir, et ainsi de suite. Il y en avait beaucoup. Et c'était Actae qui avait activé le mot Orphée dans sa conscience, le poussant à agir contre le chaos pour le pouvoir, quel que soit le prix. Face à cette révélation, John mit au point un plan consistant à le piéger, et une fois rentré dans le sanctum, le cercle intérieur du palais, il le mit en exécution. Le prenant par surprise, il lui colla une mine qui exploserait au moindre mouvement du Space Marine. Et après un long débat dans le groupe, ils le laissèrent là, au milieu des ruines, immobile. Leur chemin continuerait sans lui. Une fois dans le palais intérieur, le décor changea du tout au tout. Les ruines laissant place à de vastes salles dorées aux murs brillants et aux marbres étincelants. Tout n'était que grandeur, comme on pouvait s'y attendre de la part du centre du pouvoir d'un empire galactique.
Mais cela n'était en réalité qu'une mise en scène, une représentation de ce que l'on attendait de l'empereur. Un labyrinthe merveilleux et invraisemblable. Et ce fut Hall qui trouva la solution. L'étau, le prototype Astartes, portait sur lui une longue pelote de fil rouge. Un cadeau de sa maîtresse Erda. Il lui avait demandé s'il pouvait en couper un morceau afin de baliser leur chemin. Un fil d'Ariane, comme il avait fait jadis du temps de Knossos. Mais nul n'est à l'abri dans le sanctuaire de l'empereur, et le petit groupe finit inéluctablement par être attrapé et enfermé par ses hommes. Ironiquement, ils n'avaient jamais été aussi proches de la fin de leur voyage. Et lorsque Hall usa de sa connaissance sur l'empereur et les perpétuels, et que personne ne sut comment ils étaient arrivés là, ils finirent par intriguer le palais. Et ils obtinrent une audience avec la personne qui gérait la situation, en l'absence de son père, Vulcan. Celui-ci reconnut John pour l'homme qu'il était, l'homme qu'il avait tué et lui avait permis de renaître, car était lui aussi un perpétuel. Mais l'empereur était parti et son régent sur le trône d'or. Leur rôle était fini, et ils furent raccompagnés à leur cellule. Arrivait alors un fait inexplicable. John remarqua un bout de fil dans un couloir qu'il ne connaissait pas. Puis la scène se brouilla, et on entendit des bruits de combat et il émergea des ombres les Night Lords. Se saisissant de cette chance, le petit groupe s'enfuit, laissant l'espèce marine et leurs geôliers s'entretuer, dans un chaos de temps et d'espace. Mais ceux-ci suivaient toujours la boucle de fil qu'ils n'avaient jamais posée. Le palais se mélangeait avec le vaisseau d'Horus, comme deux brins d'ADN tissés ensemble, afin de produire une improbable chimère. Poursuivant leur voyage, ils finirent par tomber sur une créature qui les cherchait depuis longtemps, Erebus. S'ensuivit un combat qui vit la mort de nombreux compagnons, et ce fut le sacrifice de la sorcière Actae, qui permit de vaincre ce que Space Marine était devenu, ne laissant que Hall, un John Grammaticus blessé par l'usage qu'il avait fait de l'Onuncia dans l'espoir de vaincre, et l'étau, le prototype d'Astartes. Tous trois se devaient de continuer leur voyage, afin que leur mort ne soit pas vaine. Mais ce qui inquiétait le plus Hall étaient les trois morceaux qui étaient devenus la lame qu'il avait patiemment gardée depuis Khalt. Elle était maintenant inutilisable. De même, le fil qui les avait guidés depuis avait été sectionné par le combat. L'ironie était mordante, et ils étaient en vie, mais plus affaiblis que jamais. Et c'est alors que Hall attendit la voix de Actae dans son esprit. Par quel miracle était-elle en vie, il ne le sut. Mais elle le mit en garde et lui demanda de courir aussi vite qu'il le pouvait, ce qu'il fit bientôt, rejoint par ses compagnons. Malheureusement, ce ne fut pas suffisant, et une bande de Wardbearers et de soldats du maître de guerre se jetèrent sur eux. Le combat tourna rapidement en faveur de l'ennemi, mais sortis de nulle part, un autre Astartes les rejoint. À 4, ils furent en mesure de les vaincre, malgré leurs nombreuses blessures. Et une fois fini, le Space Marine se présenta. Il se nommait Garviel Loken, un membre des Luna Wolf, loyal à l'empereur, qui avait été laissé pour mort lors du massacre du site d'atterrissage. Pour lui, il se trouvait encore sur le vaisseau de son primarque, avant d'être apparu ici. Puis en un instant, tous furent soufflés par un nuage éblouissant. Trébuchant, ils détournèrent le regard de ce qu'il venait d'apparaître devant eux, le roi sombre, l'incarnation divine de l'empereur. Tremblants, terrorisés, ils virent une immense silhouette s'exprimer par le biais d'un Astartes mort depuis des éons. Celui-ci leur dit que son maître était en train de connaître son apothéose, se transformant en un dieu, afin de pouvoir lutter à armes égales avec Horus. Et ce fut à ce moment-là que les paroles d'Olanius Persson eurent le plus grand impact. Celui-ci trouvant les mots pour lui faire comprendre qu'il était en train de devenir ce qu'il abhorrait depuis toujours. Franchissant une ligne qu'il avait lui-même tracée, le Warp ne pouvait être vaincu. L'opposition du matériel et de l'immatériel était éternelle. Il devait vaincre Horus et le Warp en restant humain, et non en devenant l'un d'entre eux. Ces paroles étaient justes et trouvèrent leur chemin jusqu'au cœur de l'empereur, qui renonça ainsi à devenir le roi sombre. Et dans un cadeau d'adieu de sa déité funeste, il offrit le soin aux 4 survivants, et par l'occasion la lame qui avait été brisée dans sa poche fut de nouveau entière. Mais ils devaient se séparer. Les Astartes partirent vers leur propre combat, quant à eux, il leur faudrait revenir sur leurs pas, afin que le chemin qu'ils avaient emprunté puisse exister. Continuant infatigablement à baliser la voie, ils entendirent de nouveau Actae leur parler, leur disant qu'il était temps de finir ce qu'ils avaient commencé. Et n'écoutant que son courage, Hall trancha de nouveau la réalité avec son couteau, guidé par la sorcière, pour se retrouver nez à nez avec Horus sur son navire. Celui-ci baissa la tête vers eux, son visage inhumain rendant toute expression indéchiffrable.
transi de terreur, ils restèrent pétrifiés. C'est alors que John Grammaticus prononça le mot qu'il avait appris dans les rêves de Hall. Un mot d'une telle puissance qu'il fit tomber le primarque, laissant à Hall le temps de reprendre ses esprits et de voir le corps à peine conscient de l'empereur à ses pieds. Le suppliant de se relever, Hall glissa dans sa main le couteau, l'atamé, un morceau de roche datant du premier meurtre qu'il avait gardé depuis le début de son voyage. Mais il était trop tard. Regardant son compagnon, Hall fourra la pelote de Erda dans sa main et lui demanda de finir le tracé du chemin. Il resterait ici afin de protéger l'empereur. Seul maintenant, Olanius personne se dressa entre lui et Horus, qui venait de se relever. Un fusil pointé, il ouvrit le feu sur lui, mais les décharges de laser se heurtèrent à son armure noire, comme des flammes de bougies soufflées par le vent, et il fut proprement réduit à une brume rougeâtre par le cerf d'Horus. Ce héros était mort, donnant à l'empereur le temps et l'arme qui lui permettraient de vaincre son fils. Et ainsi naquit une histoire, celle d'un homme, un simple garde, somme toute très ordinaire, qui tient tête à Horus durant quelques secondes, afin de permettre à l'empereur de l'emporter. Ce mythe, qui n'a de vrai que la fin, est celui de Saint Olanius Pius, le saint patron de la garde impériale. J'espère que cette histoire s'étalant sur près de 8 livres et un audiobook vous aura plu. La suite, très bientôt.